Laurent Roland Tonnerre-Ikes, je commence par vous. Bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. À ma gauche, Adrien Tchouankou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour chers internautes, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs d'Étienne TV, bonjour. Laurent Roland Tonnerre-Ikes, Adrien Tchouankou, où sont passées vos cravates? Je ne comprends pas. Non, on ne va pas tout le temps mettre les cravates quand même. Vous vous êtes appelé pour... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est un choix. Et peut-être que ça coïncide avec vous aussi. Moi, je ne suis pas en cravate. Vous m'informez là. Adrien Tchouankou, qu'est-ce qui s'est passé avec votre cravate? C'est un choix. C'est un choix. Ouais. Parce que nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Il faut commencer par relâcher votre coup. Tout à fait. Très bien. Alors, on va y aller. Laurent Roland Tonnerre-Ikes, ce matin, le Fraternité, par exemple, nous parle de la diplomatie économique et titre baptême de feu pour Ségoum Bakary. Le Bénin invité ce jour à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Est-ce que ce sera vraiment un baptême de feu? Oui, je dirais que c'est un travail, il était peut-être indépendant. Il négociait, il travaillait avec des chefs d'État, et c'est un homme d'affaires qui est d'abord financier, et donc il négociait, c'était son business. Mais là, maintenant, il y va pour l'intérêt général d'un pays en réalité, donc ce n'est pas exactement la même chose. Parce que là, maintenant, il est appelé à servir plutôt que de se servir peut-être dans l'autre monde. Il avait l'habitude d'aider les chefs d'État, mais en se servant aussi parce que ça lui permet aussi d'avoir des retombées. Maintenant, aujourd'hui, il doit pouvoir négocier pour le Bénin. Il est financier, il est ministre des Affaires étrangères. Et donc, il y a deux volets essentiels qu'il détient aujourd'hui, en fait, compte tenu de son background, et puis le volet essentiel qui est la coopération. Bon, pas la coopération, les affaires étrangères. Même si on ne lui a pas encore retourné la coopération, je crois que dans les prochaines semaines, on va lui retourner la coopération pour que ce soit efficace, ces actions. Et donc, oui, c'est un baptême de feu, parce que quand vous êtes nommé ministre, quelles qu'en soient les compétences que vous avez, c'est que vous avez l'habitude de démontrer ce que vous avez fait d'une autre manière, mais là, il s'agit de défendre les intérêts de plus de 12 millions de Béninois, et il va falloir vraiment se concentrer sur les enjeux, sur les ambitions du pouvoir en place, le pouvoir auquel il appartient, sur l'après, en fait, rupture, bien évidemment, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour la postérité. Très bien, pour la postérité, donc je vais retrouver Adrien Tchouankou, le journal, Fraternité, qui parle de baptême de feu. Est-ce qu'il en fera ainsi? Tout à fait, c'est un baptême de feu pour le ministre des Affaires étrangères. Vous le confirmez? Bakary, je confirme, d'autant plus que d'abord c'est pour sa première fois qu'il est en train de faire une sortie officielle avec le chef de l'État au nom du ministère des Affaires étrangères. Et là, il s'agit de la mobilisation des ressources financières. Il s'agit du projet, le projet sur, je peux parler du financement des changements climatiques. Et là, vous savez, c'est une quarantaine de chefs d'État et d'opérateurs économiques africains qui sont au rendez-vous, puisque ça a commencé aujourd'hui et ça termine demain. C'est pendant 2 jours que les débats vont se tenir à Paris. Je pense quand même que il est à l'épreuve des négociations. C'est vrai qu'il avait déjà cette manière de négocier, mais il y a ici maintenant le langage diplomatique. Parce que Ségoum Bakary, c'est un banquier. Ségoum Bakary. Oui, Ségoum Bakary, le ministre Ségoum Bakary est un banquier bon teint, quelqu'un qui maîtrise correctement des langages pour l'investissement. Et à plus forte raison, dans un passé récent, il a été ministre conseiller à l'investissement du président Patrice Talon. Et c'est au regard de tout ça qu'il a été promu ministre des Affaires étrangères. Je pense quand même qu'il sera à la hauteur de la tâche qui l'attend là-bas et ce qu'il a commencé ce matin, puisque c'est déjà à 8 heures. Et 8 heures, je ne dirais pas béninoise, en tout cas à 8h00 de l'autre côté de la mer, à Paris, que les négociations vont démarrer. Et il s'agit en réalité de près d'une centaine de chefs d'État et d'hommes d'affaires du monde entier. En l'occurrence, l'Afrique seule, c'est une quarantaine de chefs d'État et d'opérateurs économiques. Il s'agit en réalité d'échanger avec les plus riches de l'Afrique. Donc je pense quand même que Ségoum Bakary va parvenir à nous décrocher assez de financements, des financements colossaux qui vont permettre de mettre en œuvre des projets au Bénin pour
lutter d'une manière et d'une autre contre les changements climatiques. Très bien, Adrien Tchomakou. Laurent Roland-Tonnikès, oui, la question du financement du développement sera donc au rendez-vous au cours de ce sommet de Paris qui démarre ce matin. Ça veut dire que ça tombe à pic pour le ministre des Affaires étrangères quand on sait que dans le domaine financier, il est capé en la matière. Oui, ça tombe bien. En fait, c'est son domaine, hein, dans certaines mesures. Ce que je veux bien, peut-être, moi je veux aller au-delà de Cheikh Bakary, parce qu'en fait, oui, c'est la France qui a souhaité qu'il y ait ce rendez-vous pour un nouveau pacte mondial, économique mondial. Pour le développement, le financement du développement. Quelles sont les conditions fixées par la France? Quelle est cette nouvelle ambition de la France par rapport aux pays africains? Donc, à ce niveau aussi... Vous le dites, oui, parce qu'on sait que cette ambition, cette nouvelle ambition de la France. Voilà, parce que depuis quelques mois, vous allez constater que dans certains pays africains, il y a ce sentiment anti-français. Donc, la France cherche toujours à se repositionner. Donc, Cheikh Bakary, Patrice Talon, en tout cas les chefs d'État qui seront à ce rendez-vous, doivent pouvoir savoir négocier pour préserver l'intérêt de leur peuple plutôt que d'être des bénis oui ou bien des marionnettes encore pour le président français dans une certaine mesure. Donc, je crois que l'un dans l'autre, Cheikh Bakary doit pouvoir faire valoir ses compétences et parfois savoir aussi s'imposer dans les négociations pour l'intérêt des Béninois. Et c'est pareil pour toutes les autorités africaines qui doivent être à ce rendez-vous. Très bien. Adrien Tchomakou, le chef de l'État béninois était en Côte d'Ivoire hier. Forcément, l'entourage du chef de l'État n'a pas vraiment communiqué sur ce voyage. Ils avaient annoncé que le chef de l'État sera au rendez-vous de Paris, oui. Et puis, en Côte d'Ivoire, il s'est agi de la situation sécuritaire, économique et socio-politique, mais aussi des questions liées aux élections qui s'annoncent dans certains pays dans la sous-région. Cette rencontre avec Ouattara a été donc une invitation de Ouattara, de notre président de la République. Est-ce que ces questions-là préoccupent autant ces deux présidents? Oui, il y a des raisons que ces questions préoccupent autant ces deux présidents, j'allais dire? Ces questions préoccupent bel et bien autant ces deux présidents, mais il faut dire qu'au-delà de ce qui est officiel, ce que les présidents Ouattara et Talon nous ont fait croire qu'ils ont échangé, par exemple, sur la situation sécuritaire, économique, socio-politique et même le financement du développement de l'Afrique. Il y a les dessous de cette rencontre que nous ne pouvons pas savoir. Et on sait d'autres, on est informé de façon parallèle sur certains sujets qui ont été débattus, c'est-à-dire des non-dits de cette rencontre. Oui, par exemple, qu'on ne peut pas révéler directement. D'abord, il faut dire que c'est stratégique et cette rencontre, puisque c'est d'abord à la veille de la rencontre de Paris que Ouattara a demandé à ce que Patrice Talon vienne. Et puis, ils vont s'entendre, ils vont harmoniser certains points de vue. Écoutez, on ne peut pas vous dire ça, mais ça là, nous le savons. Donc, les deux chefs d'État se sont entendus sur certains principes de base pour mieux... Sur la posture à adopter pour mieux aller défendre l'Afrique à Paris. Et de façon style, le président Patrice Talon l'a dit dans ses propos quand il a pris la parole là-bas en disant que c'est ensemble qu'ils vont se rendre à Paris pour défendre l'intérêt du peuple africain. Donc, c'est pour dire qu'à part ce qui est officiel, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les chefs d'État, certes, ils ont débattu de la lutte contre le terrorisme. Ils ont débattu de la situation socio-économique et politique de l'Afrique. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ouattara, aujourd'hui, il demeure le président en exercice de l'UEMOA. Donc, au regard de tout ça, Patrice Talon, qui, nous le connaissons, Patrice Talon est un chef d'État qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup d'informations. Donc, il est quand même bien qu'il y ait une petite consultation de Ouattara auprès de Patrice Talon pour que, c'est vrai, là-bas et à Paris, ce matin, c'est de façon individuelle. Ils vont prendre la parole si quelqu'un le souhaite, mais il est quand même souhaitable que ces chefs d'État adoptent une même ligne pour la conduite afin que l'Afrique
grandisse afin que l'Afrique se développe davantage. C'est de ça qu'il est question. Laurent Roland Tonekes, peut-être je vais vous poser une question, je ne sais pas si ça va vous déranger, mais vous parliez tantôt du repositionnement de la France qui cherche à se repositionner, quand on sait qu'en Afrique, il y a quand même certains pays, je peux utiliser l'expression, qui se sont rebellés depuis quelques temps. Est-ce que ces stratégies pourront permettre à la France de regagner confiance de ces pays déjà rebellés, ou c'est pour que d'autres pays ne se rebellent davantage? Non, le problème, il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des présidents qui sont en réalité en griffe pour moi, des marionnettes pour la France, et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Et ces présidents sont, je dirais, pratiquement soumis aux volontés, ou à la volonté, si vous voulez, je dis aux volontés au pluriel, de la France. Et donc, ces présidents doivent continuer à accomplir leur mission sereinement. Mais en même temps, ils doivent chercher à se renforcer. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'il faut voir la rencontre entre Patrice Talon et Ouattara. D'ailleurs, n'oubliez pas que le Nigeria venait de faire les élections, donc il y a un nouveau président qui est là. Le Ouattara, quand on parle de croissance économique en Afrique de l'Ouest, il y a le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire veut toujours continuer à se battre pour prendre la première place, pour s'imposer. Et donc, dans ces conditions, Ouattara cherchera toujours à allier, en tout cas derrière lui, certains présidents qui pourront l'aider, en tout cas à accomplir sa mission. D'ailleurs, tu m'as fait bien de préciser qui est le président de l'UEMOA. Et quand vous laissez tout ça, il y a que aux frontières de la Côte d'Ivoire, il y a des tensions. Parce qu'aujourd'hui, on a une situation au Mali avec les militaires au pouvoir. Nous avons une situation au Burkina Faso avec les militaires au pouvoir. Nous avons une situation en Guinée, par exemple, Guinée-Conakry avec les militaires au pouvoir. Et tout le monde savait qu'à un moment donné, peu s'en fallait, Bazoum allait être déposé aussi et les militaires allaient prendre le pouvoir aussi au Niger. Et donc, l'un dans l'autre, il a intérêt peut-être à travailler autrement. En disant peut-être le discours officiel, c'est de dire que nous luttons contre le djihadisme, le terrorisme, mais en même temps, c'est renforcer sa sécurité intérieure pour ne pas subir ce que les autres ont subi, parce que les autres qui ont déjà fait le coup d'État dans le pays cherchent aussi à aller dans d'autres pays, en réalité, en motivant d'autres personnes dans les pays qui ne sont pas encore touchés, pour que ce soit les militaires qui contrôlent les pays de la sous-région. Et quand vous suivez même le discours que les autorités militaires maliennes ont par rapport à Ouattara, même de la Côte d'Ivoire, vous allez constater que c'est les gens qui, si l'occasion était peut-être présentée quelque part, vous allez voir que ça n'hésitera pas à ce que les militaires prennent le pouvoir. Donc, l'un dans l'autre, c'est quelqu'un qui, en réalité, a besoin de se renforcer. De sa position, il a besoin de se renforcer. Et oui, Patrice Talon aussi, qui partage une frontière avec le Burkina Faso, partage une frontière avec le Niger, bien évidemment, et partage une frontière avec le Nigeria également, et sachant que le Nigeria, à un moment donné, préserve son économie dans une certaine mesure. Et il y a des mesures qui pourraient être prises à un moment donné pour bloquer encore le Bénin, comme Bouhari l'a fait en fermant les frontières. Et donc, il lui aussi a intérêt à avoir quelqu'un de plus fort derrière lui. S'adosser sur quelqu'un de plus fort que lui. Et donc, quand on met tout ça dans la balance, en réalité, chacun travaille pour ses intérêts au fond. Au fond, ce n'est pas que pour les beaux yeux des populations, mais chacun travaille pour ses intérêts, pour être renforcé, pour être protégé, pour ne pas subir les assauts, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, en tout cas dans toute l'Afrique, quand vous prenez les pays francophones, il y a de plus en plus ce sentiment anti-français. Et donc la France a encore des chefs d'État sur qui elle se repose pour rebondir et revenir en Afrique plus fort. Et donc, quand vous allez en Centrafrique, par exemple, Touadéra a tourné dos aux Français et fait avec Wagner. C'est d'ailleurs lui qui a commencé avec Wagner, bien évidemment. Et donc, il y a tellement d'exemples qui font qu'aujourd'hui, ces présidents doivent pouvoir travailler. Vous allez voir bientôt que Bazoum, ils vont s'entendre, Bazoum, Ouattara, Talon, un certain nombre, ils vont s'entendre pour se renforcer, pour pouvoir éviter d'être, en tout cas, de subir un certain nombre de situations. Ce qu'on va souhaiter, c'est que ces populations présidents aussi, c'est vrai que ils ont peut-être le pouvoir ou le soutien de la France peu ou prou. Et ils ont aussi peut-être des pouvoirs dans leur pays, ils peuvent se permettre tout. Ils ont peut-être encore les forces de défense et de sécurité à qui à leur cause dans une certaine mesure. Mais ils doivent pouvoir travailler davantage
à régler les problèmes des citoyens. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est les citoyens en réalité. Si les citoyens continuent de bouder, de dénoncer, ce n'est pas bon pour le système en réalité. Donc, au-delà de tout, penser que oui, on peut se mettre ensemble, se renforcer, aller voir la France, puisque la France nous soutient encore, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se pencher véritablement sur les questions, les conditions de vie, les questions essentielles qui concernent les citoyens. Adrien Tchoumakou veut ajouter quelque chose ou bien ça peut aller? Non, il a déjà tout dit. Je pense que nous allons avancer dans les débats. Très bien. Avancer dans les débats, Matin Libre de ce matin apporte une information et parle des coûts trop élevés des postes de péage, surtout dans le Nord. Et certainement, à l'Assemblée nationale, ça a été le chou gras des, je ne vais pas dire débat, mais des questions adressées donc au gouvernement. Adrien Tchoumakou. Oui, je n'ai pas suivi, pour être honnête, les débats au Parlement, mais il faut dire que moi, je l'ai souligné dans un passé récent, quand on a inauguré le pont de péage de, il me semble, le nom c'est Titiru, en tout cas c'est au nord, entre Djougou, c'est sur l'as Djougou et Nati Tengou. Et les gens disent que c'est Nati Tengou qui chapeaute ça. Une chose est claire, les coûts sont élevés, c'est extrêmement cher. Les véhicules légers, on vous dit quand vous passez, le minimum à payer, c'est 1000 francs. 1000 francs aller, 1000 francs retour. Les véhicules, les Highlanders là, c'est 2000. Il y en a, c'est 4000 aller, 4000 retour. Vous voyez ça? Les gros porteurs, c'est-à-dire, il y a catégorie par catégorie où on parle de essuyer, ils ont des expressions. Oui. Il y en a pour 10 000 aller, 10 000 retour. 15 000 aller, 15 000 retour. Vous voyez le plafond? C'est de 1 000 francs aller jusqu'à 15 000 francs aller. Autrement dit, si par exemple, vous savez, c'est le Nord en réalité qui nous fournit ici au sud les produits vivriers. Oui, la majorité. Les produits vivriers. Et vous comprenez avec moi que quand les paysans cultivent, les commerçants vont payer là-bas, il faut ramener les choses ici. Et si les conducteurs doivent sortir d'abord 30 000 francs pour, c'est-à-dire 15 000 pour traverser l'aller, 15 000 pour le retour, pour faire passer un véhicule qui transporte des marchandises, et il y a d'autres pots de péage. Ce n'est pas ça la seule, hein. En tout cas, c'est ça là que moi je connais. Mais il y en a, quand vous venez à Dio, quand vous laissez un peu les collines là entre. Oui, c'est ça, après ça, le pont de péage. Ça coûte cher. C'est-à-dire, tout ça, ça fait que le coût de vente, le prix de vente est élevé. Vous pouvez aller payer moins cher chez les paysans, mais le transport, vous êtes obligé d'augmenter des frais, les dépenses que vous avez eu à faire. Et ça, je dis, ce n'est pas de la surenchère que les commerçants sont en train de faire, mais c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement est à la base de ça parce que c'est le gouvernement à travers l'agence ou la société qui gère les pots de péage là, qui met là-bas très haut. C'est trop cher. Il faut que les prix soient revus à la baisse. Oui, il faut que les prix soient revus à la baisse. Oui. Mais si déjà l'Assemblée nationale s'en mêle, c'est que je pense que nous aurons une solution dans l'immédiat. C'est pas l'Assemblée nationale qui s'en mêle, c'est un député de l'opposition qui s'en mêle. Et véritablement, que les gens répondent favorablement. En fait, quand vous dites que l'Assemblée s'en mêle, d'accord. Mais malheureusement, c'est une situation... Le député est à l'Assemblée. Attends. Le député à l'Assemblée, ce que je suis en train de dire, c'est bien clair. Il y a des députés qui sont là depuis 2019, qui connaissent la situation, qui jamais ne se sont prononcés là-dessus. Et donc, un député de l'opposition s'en mêle, ça ne veut pas dire exactement clairement qu'il y aura une suite favorable. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas l'Assemblée qui s'en mêle en réalité, c'est un député de l'opposition qui s'en mêle. À titre, c'est vrai que membre de l'Assemblée nationale, d'accord, mais... Ça pourrait amener qu'on ait gain de cause. Oui, et tout comme on n'aura même pas de suite parce que les gens sont là depuis des années, ils n'ont jamais posé le problème. Alors, je voudrais peut-être revenir sur certains chiffres aussi. Je suis heureux que Adrien Tchoumakou puisse avancer certains chiffres. J'ai reçu des messages d'un
d'un transporteur qui dit, par exemple, de 500, on est allé à 1000 francs. Pour les camions, par exemple, je n'ai pas vérifié ce terrain, de 12 000, on est allé à 30 000. Donc, ça pose un problème. Vous allez au Togo à côté, il y a le péage, d'accord, mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que le coût est relativement proportionnel à la vie des citoyens. Quand vous allez au Ghana, il fut un moment où même le Ghana a demandé... Et sur quelle base les gens Attendez, non, j'en viens. Au Ghana, il est arrivé au moment où ils ont dit d'ouvrir tous les péages et que de laisser les gens circuler. Au Ghana? Oui. Mais nos autorités le savent, je n'apprends rien à qui que ce soit. Maintenant, cette situation d'augmentation des prix du péage est intervenue quand on a commencé par parler de société Sirat à créer. Société Sirat, notre société Sirat qui arrose les plans devant les maisons ou dans les quartiers là. Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Il paraît que c'est eux qui gèrent les péages maintenant. Donc la société doit vivre. Et donc la pour société ça, doit faire des bénéfices. Elle doit vivre. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui doivent avoir un salaire, il y a un certain nombre de choses, il y a des charges. Moi, j'ai des propositions à faire. C'est carrément une société. C'est pas une société d'État, c'est une société privée. C'est une société d'État. Mais écoutez, pourquoi on va étouffer les populations? Moi, je pense sincèrement qu'il y a mieux à faire certaines choses dans la République. Parce que quand vous voyez, la dernière fois, j'étais avec un ami. Et puis, l'ami, puisque moi, vous savez que j'ai toujours dénoncé, si vous dites que j'ai toujours vu cette société. Pour cette société, on a aménagé un espace au niveau du pont de Redonou. Ils mettent les camions, ils prennent de l'eau, ils vont arroser les plants devant la maison, au niveau de nos artères. Et fort heureusement, dans la zone de la résidence du général Mathieu Gou à Kassato ici, j'étais là avec un ami. Et le véhicule est passé. Donc le véhicule fait à peine 2-3 mètres, stationne, arrose un plant et continue, arrose un plant. Et ça utilise du gasoil. C'est des charges. On peut trouver une solution pour ça. Et toutes ces charges-là, en réalité, il faut l'avoir quelque part. Et donc, pour l'avoir quelque part, il faut créer peut-être des tasses ou bien des trucs à payer quelque part. Et c'est peut-être ça ce qui entraîne ça. J'estime que c'est peut-être ça. Parce qu'il faut payer le gasoil, il faut payer tous ceux qui travaillent là, il faut payer le directeur qui sera payé à coups de millions, il faut cette même chose. Et à cause de ça maintenant, à un moment donné, on a augmenté le prix du péage. On a même doublé à des endroits. Quand vous allez à Porte-Nouveau, ce n'est plus le même tarif. Quand vous allez à Ouida, à Khazan, ce n'est plus le même tarif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent pouvoir réfléchir autrement pour dire qu'est-ce que nous faisons pour faciliter la tâche aux Béninois. Et vous avez bien fait de le dire. Quand j'achète un sac de maïs à 15 000 francs et que j'amène à Cotonou et que le coût de transport est 3 000 francs, je peux vendre ça à un prix raisonnable. Mais si le coût de transport revient à 5 000 francs, le prix de vente augmente. Les populations vont sentir ça dans le palais de la ménagère. Et à un moment donné, directement, les gens diront que c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Prix d'achat égale prix de revient plus frais, c'est ça? Mais prix de vente, Maureen, j'ai des propositions à faire. Oui, c'est ce que je veux me rappeler de cette formule-là. Non, un prix de vente égale à prix d'achat plus les dépenses. Oui. Maintenant, prix de revient, c'est... Prix d'achat plus les frais? Non, oui, bon, voilà, plus les frais. D'accord. Voilà. J'oublie un peu, parce que je ne sais pas aussi. Bon, on a fait un caca du CM2, vous n'étiez pas connu, monsieur. Bon. Vous connaissez mon âge? Je pense sincèrement qu'il faut faciliter la tâche. D'abord, le gasoil, c'est déjà à 700 francs le litre. Et aucune solution pour ça depuis l'année passée. Pas de subvention de l'État. Ils ont subventionné pendant un moment. Après, ils ont arrêté. Pas de subvention. Et depuis un moment, regardez, non, je ne vais même pas aller dans certains détails parce que finalement... Maureen, vous permettez? Oui, je le permets. Il faut avoir l'honnêteté. Je suis gentil avec vous aujourd'hui. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Oui. Vous savez, quand vous prenez... Bon, évidemment, je ne suis pas régionaliste, je ne parle pas du régionalisme. Ce que je dis, c'est des faits. Quand vous prenez le sud du Bénin, nous avons constaté que le gouvernement en place a doublé les frais de péage. Vous comprenez un peu ce que je dis? Le sud jusqu'au centre. Les frais de péage ont été doublés. Mais au nord, les frais de péage ont été triplés. Je sais de quoi je vous parle, parce que j'ai fait une enquête sur ça. Vous comprenez un peu ce que je dis? Si vous voulez, je vous entends. Vous avancez les chiffres, vous allez commencer par faire x2, x3, vous allez voir. Maintenant, moi je vois que c'est vrai. C'est la société Sirat créée qui a amené ça. Ah, pardon, faut pas fumer. Non, écoutez, je ne dis... Est-ce que ce n'est pas la société qui a
fait augmenter le prix. Moi, je n'ai pas dit ça. Parce que vous avez dit que c'est la société qui a mené ça. Oui, Rectifiez, s'il vous plaît. Non, je vais rectifier quoi? Ce que je dis, écoute-moi, je n'ai pas dit. Et vous voulez dire qu'avant la société, avant la création de la société, pas comme ça. que les coûts n'étaient pas aussi élevés. Oui, les coûts n'étaient pas élevés. Oui, mais on est d'accord que la société doit supporter des charges. Écoutez, est-ce que c'est un crime d'augmenter les coûts si nous avons des charges? Je vais faire une très bonne proposition à la société. Faites alors la à la proposition. société qui a augmenté ses frais de péage. Oui, c'est quoi la proposition est très simple. Au lieu que des frais de péage soient doublés par endroit et triplés par endroit pour les véhicules, moi je propose qu'on fixe un coût pour les motos. Parce que quand vous prenez... Comme au Togo. Oui, au Togo, les tout motos près. payer 50 francs. N'amenez pas ça là ici. Non, on doit amener ça. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, c'est-à-dire ça va nous avantager tous. Ça va nous avantager tous. La société Sirat nous qui allons à moto, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Ramener les frais de péage comme cela était avant pour les véhicules. Allez chercher votre solution ailleurs. Autrement dit, allez chercher votre solution ailleurs. Quand vous prenez Cotonou, quand vous prenez, comment vous appelez ça, pour aller à Porte-Nouveau, là, le port de péage de Sekandji, écoutez, vous voyez le nombre de motos qui passent là par jour. Est-ce que vous pouvez arrêter avec les motos là? S'il vous plaît. C'est de l'argent, c'est des millions par jour. C'est mieux. C'est mieux. Ce que je dis, c'est-à-dire, ça va de l'intérêt de nous tous. Il faut que cette société fasse une étude sur ça. Nous qui avons les motos, laissez-nous tranquilles. Est-ce que vous me comprenez? Moril, est-ce que vous me comprenez? Vous roulez moto, je roule moto, non? Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes tous comptables. Moi, je roule pas moto pour aller à Porte-Nouveau. Moi, je roule moto, vous roulez avion. Donc, laissez-nous tranquilles. Est-ce que vous savez? Non. Partout, moi, je roule moto. Attendez, tu m'as coupé. Ce que je dis. Attendez. Je suis contre. On ne va pas vouloir régler un problème. Je suis contre et en créer un autre. Je suis contre. Attendez. Je suis contre. On va même trouver plus de millions que de nous amener à payer les produits filiers chers. On ne vous a pas demandé d'acheter voiture. Si vous achetez voiture, assumez et payez. Même si on amène le péage à 10 000, votre passage allez payer. C'est vous qui voulez vous faire la société Sirat fixe un coût pour les motos. Laissez-nous les pauvres motos. Les motos, ça se passe comme ça et qu'on ramène, qu'on réduit le coût de péage pour les véhicules. Et la solution, c'est de répercuter ça sur les motos. Après, maintenant, vous allez dire que pour les piétons aussi, il faut les prendre de péage quand ils vont vouloir passer. Non, laissez les motos tranquilles. Moi, je pense qu'on ne peut pas vouloir réduire un problème et en créer d'autres. Non, est-ce que ça, c'est créer un problème, ça? Les gens ont tellement déjà de problèmes, tellement de soucis. Vous voyez le nombre de émigrants qui prennent par là par jour, sans client peut-être jusqu'aux avoir 1000 francs et aller payer péage. Attention. Quelque part, c'est vrai que, oui, dans d'autres pays comme le Togo, je l'ai dit, les motos payent le péage. Mais en l'état actuellement, je pense sincèrement qu'il faut revoir carrément le prix du péage en tout cas. Oui, il faut revoir à la baisse. Première chose, revoir la baisse. Et en même temps, si en réalité, c'est la création de la Sirat qui peut-être a occasionné ou engendré une augmentation. Ce n'est pas la création, c'est la société qui est passée à l'acte. Mais la création n'a pas amené de charge. Moi, écoutez, c'est parce que j'ai réalisé une enquête sur ça que je suis en train de vous le dire. Je me suis rapproché des gens de Sirat, il faut que je vous l'explique. Sinon, vous n'allez pas mieux comprendre. Ils ont dit, les gens, les responsables du Sirat ont dit qu'aujourd'hui, on a constaté que la voie se dégrade plus qu'avant. Depuis qu'ils sont là, Donc, il faut mobiliser des ressources. Il faut mobiliser des ressources tous les jours, pour pouvoir réparer les voies de temps en temps. Mais depuis qu'ils sont là, ils ont réparé quoi? Il faut trouver plus de ressources qu'avant. C'est la raison pour laquelle cette augmentation est intervenue. Mais moi, je propose, on peut toutefois réduire l'augmentation pour les frais de péage. Et ça, c'est mon souhait le plus ardent, surtout au nord du Bénin, où c'est presque le triple de ce que les gens payaient sous Yaïboni, qu'on paie maintenant. Il faut qu'on réduise et au même moment, je demande aux responsables du Sirat de fixer un coût pour les motocyclistes. Et les piétons aussi. Pas les piétons pour le moment. Pour les motocyclistes, même si c'est 100 francs aller, 100 francs retour,
je pense qu'ils vont trouver assez de moyens pour pouvoir compenser. On peut le laisser finir. Non, on évolue. Oui. On évolue. Bon, vous ne voulez plus intervenir sur ce sujet. Bien, alors, donc, juste après, oui, hier, vous n'étiez pas là, Laurent Roland-Taniquès, et nous avons abordé un sujet qui m'intéresse. Je voudrais prendre votre avis là-dessus. La sécurité dans la cité à Bomé-Calavi. Nous avons appris que des gangsters ont échangé des tirs à Bazoupa, si je ne me trompe, avec les policiers du commissariat. Kansoupa, d'accord, Kansoupa, et avec les policiers du commissariat central, l'équipe qui est chargée donc de travailler à Bomé-Calavi. Est-ce que vous avez eu l'information et qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai eu l'information et je précise que en fait, c'est pas trop loin de ma maison. Je connais un peu. Ah oui? Vous avez entendu des coups de feu? Je n'ai pas entendu les coups de feu, mais quand j'ai eu l'information, après j'ai cherché à savoir, il y a des gens qui sont dans la zone qui m'ont confirmé. Je pense que c'est une zone à haut risque des derniers temps. Et d'ailleurs, même moi, par exemple, dans ma zone, la dernière fois, ils sont allés arracher le sac d'une dame qui est tenancière d'une cabine avec des millions. Autour de 20 heures. Moi, j'étais dans la maison, portail fermé. J'entends la dame se débattre, crier, pleurer, se jeter à terre. Et on est tous sortis. Et elle dit, il y a deux messieurs qui étaient sur une moto et qui lui ont arraché le sac. Après, j'étais pas à la maison, j'ai vu quelqu'un voler dans une autre zone, a fui, a pris par ma maison, en tout cas à côté de ma maison, pour escalader un mur, pour continuer. Après, il y a tellement de cas. Et quand je suis allé dans le quartier, tout nouvellement, j'ai constaté que les policiers faisaient la ronde. Malheureusement, ils faisaient la ronde avec avec les motos Bajaj pratiquement amortis, et donc difficilement ils faisaient le travail. Et à un moment donné, je crois qu'ils n'ont plus de moyens. Ils n'ont plus de moyens, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ils sont résolus à rester dans le coin. Donc, dans la zone, à partir de la voie qui recourt jusqu'à la zone d'Akansoupa, c'est des zones à haut risque parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Et puis, il y a des nids, il y a des endroits où les délinquants peuvent se cacher facilement. Donc, on va remercier et féliciter le commissariat central de Calavi, mais demander aux autorités de mettre beaucoup plus de moyens à la disposition. Parce qu'ils ont la volonté de travailler, de sécuriser à Bomé-Calavi. Il y a une dame qui est derrière ma maison, une maison là. À 2 reprises, ils sont venus dépouiller la dame. À 2 reprises. Une première fois, la dame a commencé à crier en pleurant. Et après, on s'est rendu compte qu'ils sont allés là-bas, ils l'ont dépouillé. Après, ils sont revenus une deuxième fois. Donc, c'est autant de situations qu'il faut régler aujourd'hui. Et je le dis haut et fort, les forces de l'ordre, surtout la police républicaine, il faut vraiment féliciter les agents. Parce que sans grands moyens, ils font un travail. À un moment donné, s'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif, il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais il faut peut-être chercher à comprendre la responsabilité de l'État. De les responsables. Travail. Parce que quand vous voyez, regardez même les véhicules dont disposent les commissariats aujourd'hui. Je suis scandalisé de voir les véhicules que roulent les policiers aujourd'hui. Des véhicules. Il faut que périodiquement on le change. Des véhicules totalement. La dernière fois, j'ai pu voir la dernière fois qu'on a donné des véhicules à la police républicaine. Ce qui est choquant parfois, c'est qu'on donne les véhicules. Après, c'est un cadre qui est nommé, on lui remet, on touche un véhicule. Pendant que ceux qui ont besoin de moyens sur le terrain. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pick-up qui sont conduits par exemple par des regradés. Oui. Et alors qu'on aurait pu chercher deux solutions pour ces gens. Il fut un moment où, au niveau de la police républicaine, il y avait des petits véhicules qu'on donnait au chef, et on donnait les pick-up au commissariat. Aujourd'hui, c'est peut-être certains chefs qui ont les pick-up. Débarrasser les pick-up des ministères, des bureaux, donner ça au commissariat. Parce que quand vous regardez le commissariat central, regardez les pick-up, la pick-up par exemple, qui conduisent. C'est scandaleux. Ce matin, en venant, par exemple, j'ai rencontré une de ces voitures-là. J'ai croisé une de ces voitures-là dans la circulation avant d'arriver au boulot. Et je me suis posé la question jusqu'à quand. Et parfois, d'abord, les gars ne sont pas très bien payés. Moi, je le dis, ils peuvent ne pas être d'accord. Mais pour moi, je pense que les forces de l'ordre au Bénin, surtout la police, ils ne sont pas encore très bien payés. Il faut qu'on les paie. Ils prennent des risques énormes. Et compte tenu de la situation des djihadistes et des terroristes aujourd'hui, c'est des gens qu'il faut motiver au quotidien. Maintenant, une condition de travail. Allez dans les commissariats, allez dans les bureaux. Les gars n'ont même pas de ventilo parfois. Ils sont peut-être assis sur des meubles déchirés et qui peut-être déjà produisent des insectes qui les piquent. Mais écoutez, c'est un problème à régler dans nos communautés. Et il faut regarder un peu aussi
Non, non, en fait, Non, je pense que... Vous êtes ému, vous êtes ému. Non, même pas ému. Mais ce que je pense, même pas ému. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est assez important. C'est assez important. Sérieux. Quand vous prenez... Et il va falloir que les autorités, ceux qui nous suivent, se pensent sur la question. C'est vous qui avez la décision. Dans la commune de Calavi. Chères autorités du pouvoir public, faites quelque chose pour que la police soit à l'aise. Dans la commune de Calavi, il y a Révier, il y a Zivier, il y a Kpanron, il y a Zumza Kansompa, il y a Drabor. Ça, c'est les lignes de sécurité. C'est les points où il y a beaucoup. Oui, voilà. Donc, dans ces endroits, les gens parfois, écoutez, les policiers parfois, vous pensez que les policiers parfois aussi n'ont pas l'information, mais ne veulent pas prendre le risque. Oui. Et moi, je dis. Est-ce que Jean a dit ne veulent pas? Ils n'ont pas les moyens. Oui, non, oui, justement. Oui, voilà. Donc, ils ont peut-être l'information. L'effectif, mais également les moyens roulants. Et quelles sont les armes dont ils disposent? On a dit échange de tirs. Mais parfois, quand vous allez voir ce que les autres utilisent, c'est parfois même plus performant que ce que utilisent les policiers. Je ne veux pas redire ce que j'ai dit hier. Donc, vous voulez que je le dise ça? Il y a un certain nombre de choses qu'il faut régler et il faut leur donner aussi un système de communication. Écoutez, les gars disent carburation même pour les véhicules pour aller faire des assauts sur le terrain. C'est difficile. Même pour avoir la carburation parfois. C'est un problème pour eux. Donc, quand c'est comme ça, les populations seront abandonnées seront abandonnées. Et cette affaire de lutte contre les cybercriminels aujourd'hui va accentuer le problème de sécurité dans notre pays. Parce que les gens, n'ayant plus de moyens peut-être de faire la cybercriminalité, peut-être chercheront d'autres moyens de nuire aux concitoyens. Et donc, à ce niveau, il faut vraiment redoubler d'efforts et d'ardeur pour faire face à ces velléités. Très bien. Merci pour tout ce que vous avez pu apporter. Je suis très satisfait de votre analyse sur ce point. Adrien Tchobankou, il va falloir aussi l'implication des populations. J'ai vu circuler il y a quelques mois des numéros du commissariat d'Abomey-Calavi qui demandaient aux populations d'appeler ces numéros-là pour leur donner l'information. Quand eux, ils n'ont pas l'information, comment peut-il aller sécuriser les populations, Adrien Tchobankou? Et si vous avez ces numéros, communiquez ces numéros à nouveau à ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent avoir ces numéros à disposition. Vous savez, les policiers ne sont pas des magiciens, les policiers ne sont pas des sorciers, les policiers ne sont pas Dieu, ils ne sont pas divins pour savoir ce qui se passe à tel ou tel endroit. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que c'est la population qui doit renseigner la police. C'est la population qui doit donner l'information à la police. C'est la population qui doit collaborer correctement avec la police. Et ce faisant, je pense que, comme l'a dit Roland tout à l'heure, qui a bien félicité les éléments du commissariat de police d'Abomey-Calavi pour leurs opérations, les opérations coup de poing, les descentes musclées, les échanges de tirs. Je pense quand même que nous devons continuer à encourager ces policiers à collaborer avec la police, à renseigner la police sur des informations. Et on ne peut pas renseigner la police sans avoir les numéros de la police. Vous allez me permettre de donner quelques numéros pour le cas d'Abomey-Calavi, parce qu'on a constaté que le commissaire... Moi, j'ai vu les numéros sur les réseaux sociaux circuler, mais il va falloir... Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la commune. De police, le commissaire-major de police, Suleiman Assouma, a ouvert cette stratégie maintenant pour que tout le monde ait le numéro ou les numéros à contacter pour donc informer. A commencer même par lui-même son numéro, c'est bel et bien le 62 07 14 26. Je reprends, 62 07 14 26. Le numéro de l'intervention. Pour toute intervention rapide, c'est le numéro 91 54 73 73. 91 54 73 73. Très bien. La permanence. La permanence. Il y a un numéro de permanence. Et d'ailleurs, si vous appelez n'importe de ces 3 numéros, c'est que les gens vont vous répondre automatiquement. La permanence, c'est le 91 94 17 21. Je reprends. 91 94 17 21. Vous savez, l'enjeu est de taille. Et
nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il y a eu un regain d'insécurité au Bénin. Effectivement. Sur tout le Laurent territoire. l'a parlé avec déjà cette lutte contre la cybercriminalité. Il y aura des conséquences qu'on ne maîtrise pas. C'est clair. Vous avez vu à Glo ce qui s'est passé avant-hier, où il y a eu 20 populaires, ils étaient 5 malfrats à aller attaquer une structure, mais la population s'est rebellée contre eux. Finalement, ils ont pu tuer l'un des malfrats. Et les 4 autres sont partis. Okay. La police est venue récupérer le corps. À Adiagbo, ça fait le 6e jour, je pense. Hein. C'est comme ça, la même chose s'est passée. Heureusement que la police est venue très tôt pour pouvoir sauver le monsieur. Sinon, ce dernier aussi aurait passé de vie à trépas. Et on a constaté que le directeur général de la police a mis sur pied maintenant une stratégie. Et je pense que c'est cette stratégie de lutte contre la grande criminalité que le commissaire-major de police, Assouman Suleiman, du commissariat d'Abomey Calavi est en train de mettre en œuvre. On va aussi profiter. Le DGPR a mis une stratégie en place, mais la stratégie ne saurait être efficace si les gens n'ont pas les moyens. De motivation. Les gens n'ont pas les moyens. Il ne faut pas rester dans le bureau à Cotonou et dire on a mis en place une stratégie. Moi, je suis formel là-dessus. C'est vrai. Revoyez les conditions de vie des policiers. Travaillez à augmenter le salaire. Travaillez à leur donner les moyens de travail. Autrement, toute stratégie est vouée à l'échec. Je vais vous accorder 3 minutes pour rapidement vous prononcer sur la vie des handicapés sublimés, comme le dit l'informateur à sa une. Je n'ai pas envie d'être un handicapé, mais c'est une très bonne information. Je crois que oui, quand le gouvernement fait bien, il faut dire que c'est bien fait. Et pour ça, j'applaudis le gouvernement. Moi, ce n'est pas de mes habitudes. Ah ouais. Mais applaudissez, on non, je n'applaudis pas quand même. Je ne suis pas un journaliste, n'applaudit pas. Parce qu'ils sont au-delà de tout élus pour ça, en réalité. En réalité, on ne devrait même pas féliciter le gouvernement. Parce que le gouvernement qui est élu est venu pour travailler. Il n'est pas venu pour s'amuser. Ils ont voulu changer les choses. Ça a duré depuis des années. Les autres régimes auraient pu régler tous ces problèmes. C'est pourquoi, quelque part, j'ai dit il faut les féliciter. Mais ça ne saurait donner lieu à des acclamations de ma part ce matin. Ils sont élus pour ça. Mais déjà, il faut féliciter Patrice Talon et son gouvernement qui ont fait un travail très essentiel. Parce qu'il y a des handicapés qui font des efforts pour étudier dans ce pays, mais qui ne sont pas repositionnés. Il y a des handicapés qui font l'effort de refuser d'être des mendiants dans le feuille tricolore, mais qui ne sont pas encouragés. C'est des choses qu'il faut corriger. Je donne l'exemple simple de ce jeune dont on a parlé ici sur Eden TV, Tanguy Bonou, par exemple, qui est atteint de la myopathie, ne peut rien faire dans sa vie. Il faut le brosser, il faut le laver, il faut l'habiller. Qui a étudié jusqu'à avoir la licence. D'accord? Mais celui-là, pour avoir un stage, tous les cabinets ne voulaient pas le prendre parce que pour le porter, pour lui permettre d'aller dans le bureau, il faut le porter. Et c'est son père qui a fait ça tout le temps durant son cursus scolaire. Il a fini maintenant, il l'a soutenu. Mais personne ne veut l'embaucher. Mais il est intelligent. Parce que durant tout son parcours, il a été parmi les meilleurs de sa promotion. Et ces gens font l'effort d'étudier, de dépasser leurs limites, mais après, il n'y a pas la motivation. Et l'État est peut-être resté assez muet sur la question pendant des années. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il faut s'en réjouir. Et dire merci au gouvernement de Patrice Talon. Et maintenant, parce que c'est une décision qui a été prise, au-delà de tout, on sait comment ça se passe. On prend une décision parce qu'il y a des lois qui ont été votées pour favoriser les handicapés. Malgré ça, les handicapés n'étaient pas favorisés. J'ose croire qu'il y aura du concret cette fois-ci et que les gens là seront traités égal, en tout cas pas du point de vue égalité avec nous autres, parce que c'est des hommes à part entière, mais qui peut-être ont quelques situations de malformation, de problèmes, mais qui en réalité ne sont pas rejetés de la société, contrairement à ce qu'on voit chez certains qui pensent que ces personnes sont des sous-hommes et qui ne méritent pas dans la société quelque chose dans la société. C'est une bonne chose et que le ministère des Affaires sociales s'y penche véritablement, qu'on aille vers du concret pour que les handicapés aussi retrouvent. S'il y a un concours, que les handicapés aient priorité. Vous n'avez rien à dire, non? Je vais placer un mot. En 1 minute. Oui, mais avant, je voudrais, au nom de la presse béninoise, présenter les excuses de tous les journalistes, tous les professionnels des médias du Bénin aux personnes en situation de handicap. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, si vous pouvez reprendre la projection de tout à l'heure, l'informateur, oui. Vous devez lire, comment vous l'appelez, le réalisateur? Marcel Yadou. Marcel, aide-nous s'il te plaît.
Afficher l'informateur, qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je n'ai pas vu ça. Oui, je lis bien la vie des handicapés sublimée. Oui, la vie des handicapés. En fait, pour les personnes en situation de handicap, quand vous les appelez handicapés, c'est tout comme si vous les insultez. Et ces personnes réclament ça toujours. Toute personne en situation de handicap. On dit, et on nous a toujours corrigé, qu'on ne dit pas les handicapés. On dit les personnes vivant les personnes avec un handicap. Je suis d'accord. Ou les personnes en situation de handicap. Donc on devait dire la vie des personnes vivant avec un handicap sublimé. Cette récrimination de la Fédération des personnes vivant avec un handicap nous parvient souvent. C'est l'occasion pour moi de présenter toutes les excuses de la presse béninoise à toute personne en situation de handicap. Ce que je voudrais dire, c'est que Patrice Talon, on dit mieux vaut tard que jamais. Vos 1 minute sont épuisées. Mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement vient de prendre 5 décrets d'application en faveur des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est une très bonne chose. Parce que c'est depuis le temps de Yahi Boni que ces lois, pour ne pas dire la loi phare, qui met les personnes en situation de handicap dans de très bonnes conditions, que cette loi a été votée. Mais je dirais 9 ans plus tard, c'est maintenant parce que Boni Yahi, qui avait œuvré pour ça, n'avait pas pris des décrets d'application. C'est ça. Patrice Talon aussi a attendu pendant 7 ans et demi. Et c'est maintenant qu'on prend les décrets d'application. C'est pour ça que je dis que mieux vaut tard que jamais. Tard que jamais. C'est une très bonne chose. Mon souhait le plus ardent, c'est que ces décrets d'application soient véritablement, effectivement appliqués. Très bien. Mis en application. On va y revenir. Il faut que la ça semaine soit prochaine. appliqué. On va y revenir la semaine prochaine. Très important. Pourquoi pas mieux comprendre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on leur a donné, on va essayer de fouiller un peu. Je vous laisse le week-end. Le ministère des Affaires sociales doit œuvrer pour ça. Très bien. Merci Adrien Tchomakou. Merci. Voilà. Laurent Roland-Tonikès, merci pour votre revoir. présence sur ce plateau. Merci Adrien Tchomakou. C'est un plaisir. Je vous libère, vous. Je garde Laurent. Merci beaucoup.